Bonjour Victoria. Bonjour Thierry, Alors, toujours en bonne santé? toujours en bonne santé. C'est pas le jour de la banane, mais c'est le jour d'après la banane, donc voilà encore. Voilà. Alors, on n'en a pas mangé des bananes, mais on les avait sur nos visages, puisqu'effectivement, comme vous le savez, comme à l'accoutumée, si on est en bonne santé, c'est qu'on est en live. On est parti pour un nouvel épisode. Je crois que c'est le 18e épisode. C'est de la folie. Ça va à une vitesse. Voilà, votre rendez-vous, votre dose communication, médias, publicité, réflexion sur l'avenir. Ce rendez-vous comme in Mag Live à 15 heures. Bien évidemment, vous avez le droit d'interagir. Bien évidemment, vous avez le droit de poser vos questions pendant ce live. On sera très heureux justement de pouvoir y répondre. Et puis, vous avez le droit aussi de partager, de liker et aussi de proposer en replay tout ce qu'on va échanger aujourd'hui, puisqu'effectivement, je suis sûr que ça va intéresser plus d'un parce qu'aujourd'hui, on a, comme à l'accoutumée, mais de nouveau, un chouette invité, Victoria. Absolument. On a un agitateur d'idées. Je crois qu'il faut le résumer comme ça. Il a eu toute sa carrière un coup d'avance sur tout. Donc, on ne pouvait pas ne pas l'inviter. En plus, on l'adore. Donc, c'est Xavier Comtesse. Mon cher Xavier, bonjour. Euh, Bonjour. alors, je ne sais pas, parmi tout ce que tu as fait dans ta vie, parce que je ne peux même pas quelle est l'étape qui t'a le plus passionné? Enfin, si on devait te résumer, on te résumerait sur quoi? Les Swiss Next, Avenir Suisse, quoi? C'est un parcours de recherche de la vérité. Mais quelle vérité je recherche? Ce serait, disons, comment on est capable d'innover tout le temps, Exact. partout, sans arrêt. Et c'est ça ma passion, c'est l'innovation. Ça, c'est vrai. Bah, ça, on la partage avec toi. Alors, démarrons tout de suite. C'est un mot que tu adores, fractal. Moi, j'aime aussi Ouais. parce que c'est un mot qui est fouf. On voit la poussière d'étoiles. Qu'est-ce qui se passe? Ce coronavirus, c'est un accident? C'était un désastre annoncé? C'est une chance? C'est quoi? Bon, d'abord, c'est une pandémie que plusieurs avaient supposé qu'elle arriver, puisqu'en fait, il y en a à peu près tous les 100 ans, une de ces grandes pandémies qui dévastent le monde. C'est pas la première, c'est la 4 ou 5e. On a eu la peste, la malaria, on a eu le sida, on a eu plein de trucs comme ça. Et on est chaque fois pris par surprise, parce que le monde, en fait, est face. Vous voyez, par exemple, il y a eu une grippe pandémique en 1969, juste après 68. Ben, figurez-vous, je l'ai vécu sans savoir qu'elle a existé. C'est juste récemment que j'ai Oui, appris moi, j'avais qu'elle jamais avait. entendu parler de ce truc. Ouais. On n'avait jamais entendu parler. Et je l'ai vécu. Mais à l'époque, dans le fond, on s'en foutait. C'était après 68. Il y a fait beaucoup de morts, beaucoup plus que finalement le corona en ce moment. Mais on s'en foutait. Et donc, ça dépend vraiment comment l'état du monde est. Et si on est attentif à ces pandémies, et d'autres sont très dévastatrices. La grippe espagnole, c'était monstrueux. Et puis d'autres, celle de 67, celle de 69, pas tellement. Et puis des fois c'est très local, et puis des fois c'est global. Voilà. Bon, cette fois-ci, tout le monde s'est excité pour une seule raison. C'est que on avait vu ces images terrifiantes des hôpitaux de Wuhan où les gens mouraient des couloirs de l'hôpital. Et ça, tous les mouvements ont dit ça on veut pas. Ça, on veut absolument pas. Et en fait, on est organisé depuis ce moment-là contre ce phénomène de ce qu'ils ont appelé la vague, le pic, c'est-à-dire un afflux massif de malades à l'hôpital qu'il faudrait intuber. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on n'a pas les intubateurs, qu'on n'a pas les ventilateurs, qu'on n'a pas le matériel, qu'on n'a pas les masques, qu'on n'a rien du tout. Le matériel médical pour une pandémie. Mais alors, qu'est-ce qui nous a fait le plus peur? C'était le fait qu'on a peur que des gens meurent, parce qu'on a pensé avoir vaincu un peu la mort, ou c'est le fait de se dire, mon Dieu, on n'est pas prêt? Alors, c'est plutôt on n'est pas prêt. Et le monde médical a réussi assez habilement à énerver tout le monde et à rendre attentifs les États. Mais au début, où certains gouvernements ont résisté, hein, rappelez-vous de Johnson, rappelez-vous de Trump, ils ont résisté le plus longtemps possible contre ces scientifiques du milieu médical qui se sont retrouvés en défaut. Ils étaient mal organisés et ils n'avaient pas le matériel. Mais tout le monde, hein, il y a un seul pays qui a échappé à ça. Donc, et c'était lié au fait que depuis plus de 10 ans, on avait partout dans le monde créé, dans le fond, moins de lits, on était passé à une médecine qui devait être plus rapide, moins chère. Enfin,
Très néolibéral, quoi. Complètement. Alors ça fait peur. Alors pourquoi ça fait peur? Parce qu'en fait, la mort dans notre société moderne est de moins en moins tolérée. Oui. Donc ça, c'est un phénomène qui est lié à notre époque. Et puis, ce phénomène où vraiment les États, les gouvernements ont voulu absolument. Ils ont inventé tout ça. La distance sociale, le masque, c'est assez curieux, mais en 1630, la pandémie de la peste qui ravage l'Europe, 50 millions de morts, le masque a été inventé à ce moment-là. Et il avait d'ailleurs une sacrée forme en plus. Comment? Et en plus, il avait une sacrée forme, hein, ce long bec allongé en noir. Les médecins se planquaient là derrière parce qu'en fait, la longueur du masque, cette forme de bec d'oiseau, était en fait dédiée au fait de pouvoir respirer parce qu'on y mettait toutes sortes de choses, des clous de girofle, toutes sortes de senteurs, d'herbes, pour pouvoir couvrir l'odeur. Voilà. Vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Donc le masque est inventé là, la distance sociale est inventée là, et le confinement est inventé là. Donc il y a des villes qui se confinent complètement et qui interdisent aux pestiférés de rentrer. Donc tout ça, ça a été inventé. Se laver les mains aussi, ça date de ce moment-là. Et donc ils nous balancent 4 mesures qui étaient déjà présentes il y a 700 ans. C'est hallucinant, on n'a rien inventé du tout. Et c'est des mesures assez barbares, finalement, parce que c'est pas technologique, bien vraiment. C'est ça, de bon sens, quoi. Mais c'est du bon sens, mais c'est surtout j'allais dire, à part un vaccin, on ne savait pas quoi faire, du tout. Et donc, on se rabâche sur des vieilles mesures, très vieilles mesures. Au début, vous vous rappelez, on disait lavez-vous les mains. Et puis, on nous disait de se laver les mains avec une substance alcoolique, qui a fait très rapidement défaut. Après, ils ont dit, oh, ça, à Marseille, ça va très très bien. Mais en fait, c'est un bullshit invraisemblable. Pour une pandémie qui tue très peu. Oui, mais c'est ça. Moins que la grippe. Par contre, cette pandémie, elle va laisser, elle a montré une chose assez extraordinaire, c'est que finalement, en plus du fait qu'on n'était pas prêt, c'est que cette globalisation qu'on nous avait vendue comme la quintessence de l'évolution humaine, finalement, s'est retournée contre nous, vu que tu as un bout de tuyau dans un pays, un autre bout de tuyau dans un autre pays, des vis dans un autre pays, et finalement, on n'a ni masque, ni produit de nettoyage pour les mains, ni intubateur. Donc voilà, donc on a bien compris que la globalisation, si tu veux, c'est un espèce de mécano qui fonctionne par tombeau, mais dès que ça va plus, ça ne fonctionne plus, parce que tout d'un coup, les frontières sont arrivées. Alors Victoria, tu as totalement raison. Cette pandémie, maintenant, tirons les leçons. C'est là, ça a été mal géré, on en est là. Maintenant, on ne va pas se plaindre, on laissera faire les avocats, il y en a qui vont attaquer certainement. Il y a eu beaucoup d'erreurs, mais maintenant on en est. La première chose qu'on peut conclure, c'est effectivement que la globalisation dont tu parles, je vais essayer de faire une nuance entre globalisation et mondialisation. C'est deux termes qu'on utilise souvent l'un pour l'autre. Alors, moi, je les nuance de la manière suivante. Tous les deux désignent, au fond, le globe du monde, c'est le même objet, mais je dirais que la mondialisation, c'est le fait qu'une entreprise vende sur le marché du monde ses produits ou ses services. Et la globalisation, c'est le fait qu'une entreprise produit sur le monde ses projets, ses produits ou ses services. Donc la globalisation signifie que je me suis étalé sur le monde pour produire un iPhone, par exemple. 44 pays sont impliqués dans le processus, les entreprises dans 44 pays différents. Tandis que la mondialisation, par exemple, pour une montre 100% suisse, montre fabriquée à la vallée de Joux, eh ben, cette entreprise est mondiale, parce que bon, dans le monde entier, le même produit, fabriqué à un seul endroit. Ça, c'est la mondialisation. L'autre, c'est la globalisation. Ça nous permet de distinguer. Alors, pourquoi je fais cette distinction? Parce que le coronavirus nous a montré ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, dans la globalisation, dans cette longue chaîne, si un fait défaut, c'était la Chine, tout le système s'arrête. Et donc, on ne peut plus produire des iPhones, on ne peut plus produire même des médicaments en Suisse, puisque les produits de base sont faits en Chine. Et donc, tout le monde s'aperçoit que c'est infernal. Donc, renaît, c'est pour ça que le concept de globe. Donc, en gros, c'est-à-dire, j'ai une conception globale, mais j'ai une action locale.
Alors, par exemple, je prends l'exemple, Swisscom est une entreprise locale. Tous ces appareils, c'est Huawei, c'est Ericsson, etc. Toute la logique, elle est globale. Tous les softwares sont globaux, mais ils agissent sur notre territoire localement. Et là, on voit bien ce que c'est global. C'est prendre du globe. Alors, ce qui est sorti pendant cette crise, c'est évidemment les imprimantes 3D, qui tout d'un coup sont partis à toute vitesse, parce qu'elles sont très globales. J'ai un logiciel qui me permet de downloader un produit global, et puis je le produis localement. Mais l'enseignement à distance, c'était la même chose. On a utilisé des logiciels, comme plein. Mais là, on voit que, enfin, je sais pas si Thierry, tu veux poser une question. Oui, moi j'en avais une parce que j'aime bien l'exemple des imprimantes 3D. J'aime aussi le fait que cette crise, on parlait hors caméra que ça fait seulement 2 mois, on va bientôt arriver à 2 mois pour la Suisse, et déjà on voit les effets sur la nature, sur la consommation. Alors je vais pas te demander d'être un teaser de Bonaventure ou de lire dans la boule de cristal, mais est-ce qu'à ton avis, comme le dit par exemple le fondateur de Slack, il sera impossible de revenir en arrière, par exemple sur le télétravail. Est-ce que, à ton avis, on va prendre en considération ce qui a été vécu pour changer nos habitudes? Et je reviens sur l'exemple de tous ces produits qui dépendent de tous ces pays. Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on va revoir l'industrialisation de tous nos produits de consommation? Est-ce qu'on va en consommer moins? Est-ce qu'on va en fabriquer moins? Est-ce qu'on va revoir les chaînes de fabrication? C'est peut-être quand même une boule de cristal que je te demande de consulter. Alors, non, en fait, historiquement, toutes ces pandémies ont été suivies par, on revient aux affaires comme avant. Toutes, historiquement. Donc, on a toujours refait les mêmes conneries qu'on faisait avant, après. En gros. Ce qui a changé, c'est le mindset, c'est la manière de penser le monde qui a changé chaque fois. Donc la peste, par exemple, a amené une très grande méfiance, d'ailleurs même une chasse aux sorcières. Après, l'Église a pris le pouvoir. Mais par exemple, la malaria et cette pandémie qu'il y a eu sur Londres a permis la montée de la science, la médecine et la science. Cette fois-ci, pendant la grippe espagnole, c'était les techniciens qui ont pris le dessus. Tout le siècle dernier, c'est pas un cycle de la science, c'est un cycle de technologie. Et puis maintenant, je dirais, il y a 3 trucs qui ont pu surgir. C'est évidemment une puissance des applications, l'IoT, si vous voulez, le téléphone mobile et ses applications très très puissants. L'intelligence artificielle, c'est quand même l'intelligence artificielle qui court après le vaccin et qui court après la pandémie. Et puis la dernière chose, c'est les 3D printing. Donc c'est ça. Ces 3 aspects-là sont là pour toujours. Donc Internet et les applications, c'est comme tu dis, le télétravail, le téléenseignement et tout ça, sont installés pour toujours. Je dis toujours que le téléenseignement en 10 semaines a fait plus de progrès que lors des 10 dernières années. Absolument. Et le télétravail aussi. Voilà. Tout ça a pris un énorme accélérateur. Alors, c'est pour ça que ça ne va pas changer. Et que tu as raison, Thierry. Que ça va changer. L'économie, elle a vu surgir 3 éléments forts qui vont rester. Et puis d'autres éléments faibles vont disparaître. Je pense que la manière dont on voyage, les grandes croisières dans ces grands bateaux qui aboutissaient à Venise, c'est foutu. Qui se remettent dans un enfer pareil. Il y a eu 3 bateaux qui ont été attaqués par la pandémie. C'est des enfers. On va en faire des films de Hollywood de ça. Mais c'est fini. On a peur de ça. Ah ouais, c'est vrai, c'était horrible. Mais c'est pire. Le cinéma, je pense que le cinéma est mort. Mais est-ce que l'aviation aussi, le fait de voyager comme ça, juste pour un coup et pour un rien? Mais ça avait déjà commencé avant. Oui, mais ça avait commencé. On va en prendre un coup, je suis convaincu. Le tourisme en général, on va en prendre un coup. Et puis, comme tu dis, on ne fera plus ça juste comme ça. Mais des choses plus graves, comme le cinéma, je pense qu'on ne se remet plus jamais à une fois dans une salle. Alors, dans ce IoT et puis cette intelligence artificielle, et aussi les 3D, ce qui est intéressant, c'est que si tu veux, dans le même temps, on voit un retour de l'État, disons un besoin d'État. Et en même temps, on a avec ces nouvelles technologies, si tu veux, les données privées vont être de moins en moins privées vu que
tout va être connecté, on va être de plus en plus suivi, traqué. Donc, comment est-ce que tu vois ces deux concepts coexister dans le futur, qui me semblent un peu antagonistes? Ben, d'abord, c'est l'État qui chez nous, va mettre en application, comme en Chine, ces logiciels de tracer le coronavirus. C'est l'État. Donc, c'est l'État qui va se substituer, mais comme il l'a toujours fait. L'État, la protection des données est vraie pour les citoyens entre eux ou les entreprises, mais pas pour l'État. L'État, c'est tout. Toujours. Mais l'État ne veut pas. Et ce que je disais dans cet antagonisme, tu as un pouvoir public qui veut garder la donnée pour la sécurité et va pas vouloir le donner à des entreprises privées. Parce que là, l'État n'a pas la donnée pour la sécurité. L'État a la donnée pour contrôler le citoyen, pour ses impôts, pour où il habite. C'est clair, ça c'est vrai. C'est la fonction de police. Oui, c'est juste. Police régalienne aussi. Régalienne, tout à fait, exact. Ouais. Pour l'éducation, il a toutes les données. Et il ne la partage pas. Donc, il y a une guerre sur la donnée. Pour l'instant, gagnée par l'État, très largement. Et puis, ça continuera, ça, de toute façon. Mais je ne pense pas que la donnée est l'enjeu, disons, la personnalisation ou la propriété de la donnée est l'enjeu majeur. Parce que les Chinois, qui sont sous contrôle étatique fort depuis plus longtemps que nous, 3000 ans, ouais, c'est juste. déjouent très bien le système. Hein. Par exemple, j'ai pas un seul ami chinois qui n'a pas deux téléphones mobiles, un officiel et un autre. Donc on s'amusera à tricher avec l'État, comme on a toujours fait, bien sûr, on trichera. Mais on appellera ça la liberté. Donc, par exemple, avoir la liberté d'avoir des longs cheveux. Je suis pas concerné, je me sens pas visé. Justement, par rapport à, tu viens de lâcher le mot tricher. Beaucoup se plaisent à dire que cette crise, pays par pays, va méchamment influencer la bonne marche de notre économie. Il y a des boîtes qui vont couler, qui vont pâtir. Est-ce que justement la façon de produire, d'exercer, de travailler, de diriger une boîte va aussi être influencée par ce qui se passe? J'entends par là que voilà, on était beaucoup à attendre de l'aide de l'État, d'être compris. Je parle ici pour les indépendants, pour ces petites structures. On doit rappeler que 97% de notre tissu économique est fait de PME. On a le sentiment que tout ce petit monde va peut-être laisser partir à volo leur boîte et tricher et travailler au noir ou trouver des subterfuges. Est-ce que c'est pas ça la suite logique de tout ça, d'être dans le système D, bon ou mauvais, de l'avenir, par exemple, de notre économie ou de notre industrie? Oui. Alors écoute Thierry, si on fait rien, tu as raison. Moi, c'est pour ça que j'ai intervenu assez rapidement dans ce débat, pour avoir un projet de sortie. Donc, c'est le projet que je défie de l'économie fractale, globale, etc. Je pense qu'on doit donner aux PME, aux entreprises, assez rapidement une solution. La solution, c'est de ne pas dire « allez-y au système D ». Parce que là, ils vont crever. Hein. Franchement, ils vont crever. Et de dire « non, il n'y a pas un horizon à 360 degrés de monde, il n'y en a qu'un ». Il n'y a pas de 360 possibilités, il n'y a qu'une possibilité. Et cette possibilité, elle est essentiellement qualifiée par être à la fois globale et à la fois locale. C'est cet équilibre entre local, je mets dans le mot local, qu'il faut trouver pour toutes les entreprises. Ça veut dire comprendre les enjeux globaux, ou les plateformes globales, ou les logiciels globaux, ou les conceptions globales, et puis agir localement. Mais on voit... Dire faut faire ni un ni l'autre. Mais il faut vraiment comprendre que c'est dans cet équilibre-là qu'ils vont s'en sortir. Par exemple, pour les agriculteurs, c'est comprendre l'agriculture mondiale et agir localement. Ça ne sert à rien de dire non, la robotique agricole ne me concerne pas. Faux. Pour la médecine, c'est pareil. Le gars qui dit non, mais on va faire tout local, on va faire tout national. Ils sont morts, ceux-là. Ils sont morts, vous voyez ? Oui, alors voilà, là tu as plein de notions. Tu as les nationalistes qui, eux, ne sont plus en phase parce qu'on est dans un monde, malgré tout, international et global. Exactement, qu'il ne faut pas lâcher. Voilà. Mais en même temps, on voit réapparaître quand même des frontières. J'ai été étonnée à quelle vitesse les frontières se sont reconstruites partout. Les gens ont fermé les frontières. Tout d'un coup, c'est un rideau, une sécurité. Et est-ce que tu penses que
dans cette crainte parce qu'on va être de moins en moins globalisé, mais de plus en plus mondialisé, est-ce que les frontières ne rejoueront pas un rôle? Et on passe un peu du néolibéralisme à un libéralisme, mais quand même avec cette question de est-ce que la frontière restera? Parce que là, on a besoin d'ouvriers roumains pour venir chercher des asperges. Si on les laisse pas passer aujourd'hui, si on n'amène pas des avions, ils peuvent pas venir. Les frontières, tu peux pas aller du Portugal, tu peux pas arriver en Suisse aujourd'hui sans problème. Voilà. Les États, dans leur action improvisée, et si tu remontes à 1630, la peste, on avait déjà connu ça. C'est-à-dire, la frontière, c'est une manière simple de cloisonner, de confiner. Donc, tout confine. C'est pour ça que je parlais le fractal. Ouais. Le fractal, c'est très intéressant parce que je suis confiné avec ma femme dans mon appartement, mais l'immeuble est confiné, la ville est confinée et le pays est confiné. Et pour chacun, je dois installer, alors les 2 mètres finement à l'extérieur, que je dis pas à l'intérieur, se traduisent par la frontière. Mais une fois que le confinement est fini, les frontières sont ouvertes. C'est que provisoire, ça. Et c'était une manière pour l'État, dans le fond, de dire, ah, mais si je vous confine, je confine aussi le pays. Et puis, ça a aidé à la compréhension, parce que l'étranger est toujours la menace pour tout le monde, quoi. Et donc, il joue sur ces critères classiques. Mais c'est trop provisoire. Il ne faut pas installer ça comme quelque chose qui va durer. La raison à l'international est là, pour toujours, mais c'est la manière dont on va vivre qui va changer. Ça veut dire ces longues chaînes de production globale, avec 44 intervenants dans la fabrication d'un iPhone, ça c'est fini, pour longtemps. Donc ils seront fabriqués aux États-Unis? Non. Ils seront où? Ouais, bonne question, parce qu'il y a des nouveaux modèles qui vont bientôt sortir. Parce que t'as Je plaisante. Des matériaux rares qui sont en grande partie en Afrique. Donc aujourd'hui, la main d'œuvre la moins chère était en Chine. On fait comment parce que le paradoxe, il est toujours le même. Pour iPhone, on parle de déplacer les lignes de fabrication en Inde, hein, si jamais. Ça, c'était même initié avant le coronavirus. Ouais. Non, moi je pense que d'un côté, la recherche de fabrication dans la séparation, dans le droit bon marché, ça existera toujours, ça ne va pas disparaître. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pourrais concevoir facilement un téléphone en Suisse, ou j'assemble en Suisse. D'accord, oui, assemblé en Suisse, ok, d'accord. Ouais. Alors ça c'est une chose, il y avait déjà ces téléphones européens comme ça. Mais l'autre chose qui va apparaître, c'est où je peux produire n'importe quelle pièce en Suisse. Alors, 3D printing, ça reste une partie, mais on peut aussi, là j'ai vu qu'une petite entreprise de Zurich propose la création de chips pour les ventilateurs. Donc ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir petit à petit une capacité de production. On passe downloader, je download simplement une chip, je download les machins. Donc on arrive dans une conception nouvelle. On avait la PAO, mais je vais pouvoir acheter, si vous voulez, des brevets, et puis on aura et je download. Et puis je paye des royalties. Et c'est ça qui va changer. Donc la chaîne, elle est... Parce que, si vous voulez, le truc là, qu'on n'a pas vraiment discuté, mais ces navires marchands qui ont tous ces containers, un navire pollue autant que 1000 voitures. Pardon, 1 million de voitures. 1 million de voitures égale un navire. Parce qu'ils utilisent leur pétrole de mer, etc. Ouais. Et donc, ça, c'est des choses quand même qui ont marqué notre esprit. Cette dépollution en 10 semaines, elle est invraisemblable. Est-ce qu'on va vouloir dire sans arrêt comme ça? Pas si vite. Et donc, je pense que une production industrielle, et si vous regardez dans le Jura, ce qui est maintenant à la mode, ce sont des machines que je peux mettre sur la table. La Micro 5, par exemple, c'est une machine outil classique que je mets sur la table. Plus elle est intelligente, elle lit là-dedans. Donc, on va vers une miniaturisation. Demain, je pense que je mets une usine dans un camion. Donc, le monde va venir encore plus à nous. On a eu les ordinateurs et demain, on va produire sur place. On s'échangera des brevets, ce qui sera global, des patterns. Le marketing, peut-être même le marketing sera global. Et puis, il y aura un usage local. D'ailleurs, dans le marketing, si on regarde bien, tous les concepts, ils sont internationaux, ils ne sont pas locaux. Il n'y a rien de local.
Oui, sauf qu'on voit quand même aujourd'hui arriver dans le marketing le besoin de mieux connaître le marché, si tu veux. Oui, oui. Et on le voit bien, tu as des données, par exemple, D'accord. en Allemagne, Mais le c'est- e-commerce ne fonctionne pas aussi bien que peut fonctionner dans d'autres pays, parce qu'après, tu as des traditions, tu as aussi un réseau un maillage de magasins qui est différent. Enfin, il y a tout. Entièrement d'accord. C'est pour ça que le concept de local va bien. Ouais, tout à fait. C'est Non, une tout à conception fait. globale et une action locale. Est-ce que tout ça aura une influence sur nos modes de consommation? Parce que je t'entends dire l'industrie qui arrive sur la table de la cuisine, l'impression 3D, la possibilité de produire, ou en tout cas d'assembler plus facilement et localement. Est-ce que ça va influer le rythme avec lequel on consomme? Est-ce qu'on va baisser? Est-ce qu'on va consommer différemment? Est-ce que ça va rien changer? Bon, de toute façon, on va les consommer différemment. Ça a déjà commencé. Alors, en quantité, je ne sais pas le dire exactement, mais différemment, sûrement. Mais si je reviens, par exemple, sur ces histoires de 3D et la manière dont on consomme, il y a des jeunes gens qui m'ont contacté, qui ont lancé dans un réseau mondial de gens qui détiennent des imprimantes 3D pour faire ces fameux masques avec une grande visière. Hein. Bon, ben, c'est un logiciel qui a été fait d'ailleurs, je crois, en Italie, et puis qui est parti dans le monde entier en open source. Et puis là, il y a des réseaux de jeunes qui se font ça. Et c'est un peu ces jeunes qui étaient sûrs des questions de l'environnement, qui maintenant vont sur la production en se disant, ah mais non, quand même, il faut être local. Donc, moi, je mesure ça à travers des choses vraiment vues de moi. Et donc ça va se faire. Sur la quantité, c'est très difficile à dire, Thierry. Je ne sais pas, moi. Il y aura moins d'argent. Hein. Il faut voir une chose, c'est que pour perdre l'emploi, les États se sont endettés, ils vont donc augmenter les impôts, l'immobilier va s'effondrer, donc il y aura moins d'argent. Donc il y aura moins de consommation. On va plutôt faire de la déflation que de l'inflation, c'est sûr ça. Ouais, donc on ira vers des choses. Donc l'environnement, quelle place aura l'environnement? Comme te le disais avant, je trouve très étonnant que, alors qu'on est en train d'atteindre les objectifs de moins de 30% de pollution, dans 10 jours. Oui, en si peu de temps, c'est incroyable. Où est Greta? Oui, Pourquoi Greta? j'allais poser la question, où est-ce qu'elle est? Où sont les verts? Où sont les écolos? Ils sont passés où tous ces gens qui nous faisaient la morale? Moi, je comprends pas. Greta, elle a perdu. Elle a perdu, oui, elle a eu la grippe aussi. Je comprends pas. Elle a perdu. Non, mais Greta, son problème, c'est que, en fait, bon, je ne vais pas regarder sa psychologie, mais Greta, elle était très bonne à engueuler les gens. Et s'il n'y a plus rien, quoi faire? Mais c'est ça. Voilà. Donc, en fait, mais ça, c'est les ultraverts. Mais le fond du verre reste, je suis convaincu. C'est-à-dire le message fondamental sur moins polluer, moins utiliser d'énergie, tout ça, ça va rester. Ouais, ça va créer ça va pas disparaître. Ça, alors, comment on arrive vers la fin de notre demi-heure qui est passionnante, on aura pu parler 1 heure avec toi. Alors, juste pour résumer, est-ce qu'on va vers un meilleur monde? Est-ce que c'est une chance qui nous est arrivée? Moi, je pense que pour les jeunes, c'est génial parce qu'en fait, ils ont pour la première fois un monde table rase. Moi, j'ai pas eu ça dans ma vie. Moi, j'avais un vieux monde qui était tout le temps là. J'étais tout le temps dans le vieux monde. C'est pour ça que toi, tu me dis, voilà, il est provoquant, etc. Mais moi, ce vieux monde, dans lequel j'ai vécu toute ma vie, il m'a fait chier tout le temps. Eh ben, eux, ils ont cette chance de refaire un monde. C'est extraordinaire. La prochaine décennie, elle est extraordinaire parce qu'il est possible d'avoir une feuille blanche et de refaire des choses. Je suis d'accord avec toi. Moi, je l'avais appelée la décennie heureuse avant de savoir ce qui allait se passer. Mais j'y crois. C'est la décennie heureuse. Formidable. Et c'est les jeunes qui vont porter ce nouveau monde. On verra comment ils le dessinent. Mais nous, on avait un vieux monde sur le dos. Ouais, c'est vrai. Tout le temps. Ouais. C'était agaçant. À dire que l'année passée, on était tous à se réjouir de 2020 parce que 2019 était une année de merde. Comme quoi. Hein. Moi, j'ai appelé ça, alors retenez ça, j'appelle ça le reset. C'est une année reset. Parfait. Oui, très très bon terme. Oui, effectivement, il y a eu des mises à zéro dans pas mal de domaines. C'est vrai que c'est ce qu'on va retenir de cette crise. Xavier. Et on reset quoi? Son logiciel. Ouais. Oui, autant personnel que économique, la société à tous les niveaux. À tous les niveaux.
Xavier Eh ben, Comtesse, agitateur d'idées et passionnant débat. Merci à toi pour ce temps et ce partage. C'était vraiment très très bien. D'ailleurs, ça devrait vous donner envie à vous toutes et à vous tous qui avez regardé ce live de le partager. Vous avez le droit, hein, c'est un peu fait pour ça. Vous avez le droit aussi de venir le revoir. Vous avez le droit aussi de commenter à nouveau. On se fera fort de répondre à vos interactions. On remercie encore une fois notre invité avec lequel on pourrait passer l'après-midi parce qu'effectivement, je pense qu'il y a matière. On va vous dire, Victoria, à demain, je crois. Hein, c'est reparti. Demain, c'est quoi? Jeudi. Il reste encore 2 lives cette semaine, donc notez bien demain 15 heures. attends, je crois qu'on va jamais s'arrêter. Voilà, donc on vous donne rendez-vous demain 15 heures, même endroit, et puis portez-vous bien d'ici là. Parfait. Au revoir.